Un podcast ici. Je reste les bras levés avec le téléphone en l'air, planté là jusqu'à la fin du feu d'artifice pour pouvoir prendre le bouquet final en photo. Première sortie autorisée, j'étais heureuse. Je lève quand même ma tête pour voir ce qui se passe. Et je vois des corps qui commencent à voler dans le ciel. Et puis quand je relève la tête à nouveau, je vois que c'est un camion qui arrive. Je savais que j'allais mourir. Le 14 juillet 2016, Nice vit une attaque terroriste sans précédent. Un camion prend pour cible des vacanciers et des Niçois venus admirer le feu d'artifice sur la promenade des Anglais. Le terroriste Mohamed Lawesh Boulel, qui s'est radicalisé en quelques jours, met en application ce qu'il a entendu dans les messages de propagande sur Internet. Utilisez un camion comme une tondeuse à gazon. Allez dans les endroits les plus densément peuplés et prenez le maximum de vitesse pour faire le plus de dégâts. Si vous avez accès à une arme à feu, utilisez-la pour finir le travail. Ce 14 juillet, Mohamed Lawesh Boulel percute la foule et fait 86 morts, 458 blessés avant d'être abattu par la police après environ 2 km de course meurtrière sur la promenade des Anglais. C'est l'un des attentats les plus meurtriers en France. Le 16 juillet, l'organisation État islamique le revendique. Je m'appelle Sébastien Germain, je suis journaliste à Ici Azur. Le 14 juillet 2016, je suis à Marseille, en vacances, en famille. Ma femme me réveille, un attentat vient de se produire à Nice. Je contacte ma rédactrice en chef qui me demande de rejoindre le plus rapidement possible l'équipe de France Bleu Azur. Quand j'arrive sur place, quelques heures après l'attentat, la promenade des Anglais est un champ de bataille. Sur presque 2 km, il y a des corps recouverts par des draps blancs partout. Des enquêteurs et des sauveteurs mêlés qui travaillent au milieu de chaussures, de portefeuilles, de poussettes, de doudous abandonnés. Je n'ai jamais vu une telle scène. Les locaux de notre radio sont à 500 mètres de la promenade des Anglais et notre antenne est alors entièrement mobilisée pour donner les infos qui nous parviennent et pour aider aussi ceux qui cherchent un proche, un voisin, un ami. Nous recevons au micro des dizaines de personnes paniquées, rongées par l'inquiétude. Je rencontre une toute jeune fille. Elle s'appelle Kimberley, elle a 16 ans et elle est sur la promenade des Anglais avec sa meilleure amie le soir de l'attentat. Lorsque je la vois la première fois, c'est une jeune fille fragile. Je suis saisi par sa personnalité, par sa parole lucide malgré son jeune âge, sur le regard qu'elle porte, sur ce qu'elle vient de vivre. Et puis un jour, elle me raconte l'attentat, son attentat. Elle livre alors un récit qui me bouleverse, un récit à hauteur d'adolescente. Crimes et témoignages. Des histoires vraies de faits divers. L'attentat de Nice, le soir où on a tué mon adolescence. Nice, le 14 juillet 2016, il est 21h. Comme chaque été, le traditionnel feu d'artifice de la ville a lieu sur la promenade des Anglais. Pour l'occasion, la prom, comme on l'appelle à Nice, est piétonne et elle est bondée. 30 000 spectateurs se massent face à la mer. Il y a des familles, des amis, de la musique, des marchands de sucreries ambulants. Il fait doux. Dans la foule, une jeune fille accompagnée de sa meilleure amie se faufile. Elle a 16 ans et elle est heureuse parce que ce 14 juillet, elle l'attend depuis longtemps. Enfin, j'ai une vie d'ado comme tout le monde. Enfin, j'étais heureuse de pouvoir être libre un peu. Première sortie autorisée, j'avais des règles comme quoi il faut que j'envoie un message quand j'arrive à Nice, il faut que j'envoie un message quand je vais partir après le feu d'artifice, il faut que j'envoie un message quand je suis bientôt arrivée à la maison. Il y a quelques jours avant, elle me disait « Maman, viens avec moi, on va au feu d'artifice ». J'écoute Kimberley, je viens de finir de travailler. Donc je dis « Je suis crevée, j'en peux plus ». Je dis « Demain, je bosse ». Je dis « Je pourrais pas, Kimberley, j'ai pas envie ». Je me suis habillée, on s'est préparé, on est sortis direct. On a pris le bus pour aller sur Jean Médecin. On rigole de tout et de rien, on discute de tout et de rien. On voit des gens bizarres mais drôles. Il y a un petit silence. Et puis d'un coup, foule de bruit parce que du coup ça commence, les concerts commencent à se lancer. Beaucoup de gens se préparent. J'imagine que ça va être bientôt l'heure du feu d'artifice qui commence. Et donc du coup, on décide de se mettre devant quelques personnes pour que je puisse prendre la photo au bon moment. Donc je reste
les bras levés avec le téléphone en l'air, planté là jusqu'à la fin du feu d'artifice pour pouvoir prendre le bouquet final en photo. Puis après, on attend un petit peu à l'endroit où nous sommes parce que la foule commence à un peu s'éparpiller, aller sur la route, etc. etc. Et une fois qu'il y ait beaucoup moins de monde, on commence à avancer. On voit un kiosque à bonbons. On décide de prendre des langues de chat super longues pour pouvoir prendre une photo avec. Et après, on fait le snap avec le filtre de chien à l'époque. J'enlèverai jamais de mon téléphone. Il est environ 22h. Sur les hauteurs de la ville, un homme s'installe à bord d'un camion. C'est un 19 tonnes blanc. Cet homme s'appelle Mohamed Lawesh Boulel. Il est chauffeur-livreur et vit à Nice depuis quelques années. Il démarre le véhicule et tourne autour de la ville. Il roule pendant une trentaine de minutes. Et puis tout à coup, il met le cap vers la mer, vers la promenade des Anglais. Il emprunte les rues qui rejoignent le front de mer où la foule est massée. Il arrive face à la mer, s'engage sur la promenade des Anglais, monte sur le trottoir et accélère. On est en sécurité, tout le monde marche sur la route, il y a les policiers, on risque rien, et en plus il n'y a pas de voiture, ils sont interdits de passer. Au moment où je veux envoyer le message à maman, j'entends des cris, donc je m'inquiète pas trop au départ, parce que je me dis, s'il faut, c'est un con qui a fait une connerie à côté, ou qui fait rire ses amis, et qui, il y en a, quand il rigole, il crie. Je lève quand même ma tête pour voir ce qui se passe, et je vois des corps qui commencent à voler dans le ciel. Je dis non, mais en fait, non, mais j'ai rêvé. C'est les genres de poupées qu'on jette au ciel pour rigoler. Je crois que c'est les Niçois qui font ça, qui jettent les poupées avec un drap, je sais pas quoi. Je dis, tu vois ce que j'ai vu ? Elle me répond, non, j'ai pas vu ce que t'as vu, dis-moi ce que tu vois. Et au moment où je voulais lui répéter, je vois que ça recommence. J'ai voulu envoyer un message à maman, sauf que la foule commence un peu à bousculer de plus en plus. Et puis quand je relève la tête à nouveau, je vois que c'est un camion qui arrive. Je regarde le camion et moi je bouge pas parce que je comprends rien de ce qui se passe. Donc je commence à avoir les pieds qui se paralysent. Je vois le camion arriver droit vers moi. Et plus il avance, plus je vois la silhouette de la personne qui conduit le camion. Je le vois zigzaguer un petit peu. Et là, je me dis que c'est pas un accident, parce que un accident, tu zigzagues pas. Tu fonces dans un mur, peu importe. Tu fonces, mais tu zigzagues pas. Je pouvais plus bouger mes orteils, je pouvais plus rien faire. Et puis plus il avance, plus c'était tout le corps qui devenait paralysé. Je me rappelle que la main gauche, elle serrait mon téléphone d'une force. Et le camion est de plus en plus proche. Il s'approche de plus en plus de moi. Je commence à pleurer sans même avoir mal. J'ai mal nulle part, tout va bien. Mais je pleure. Dans ma tête, j'appelle maman, j'appelle papa, parce que du coup, je peux plus bouger, je peux plus rien faire. Je comprends rien. Je comprends pas ce qui se passe. Quand tu vois des corps voler, tu vois des gens crier, tu vois des gens courir partout vers toi, à l'opposé du camion, vers le camion, à droite, à gauche. Tu vois des gens qui sautent sur les galets, qui sautent sur la plage. Tu te dis, mais c'est quoi ce bordel ? Il se passe quoi ? Mais plus le camion il s'approchait, plus il devenait imposant. Et puis on voyait la silhouette de l'homme, donc plus je vois les traits du visage de cette personne, jusqu'au moment où je le vois sourire et je commence à pleurer de plus en plus. Je me dis que peut-être que si je pleure, ça va le faire s'arrêter. J'ai entendu un bruit qui a fait que... Je sais pas si c'est un bruit où tu entends qu'il accélère ou si c'est un bruit où tu te dis il y a un corps qui est coincé en dessous les roues. Et tu sais pas. Et puis j'entends aussi les palettes en bois dans le camion à l'intérieur. T'entends des bams. Tu sais pas si c'est parce qu'il y a un corps qui a rebondi avec les roues. Pour moi, c'était sûr. C'était inévitable. J'étais obligée de mourir. Le camion est à quelques mètres. Un homme pousse tout à coup Kimberley, ce qui la fait tomber violemment au sol et la déporte de la trajectoire du camion. Et en fait, il est passé dans les roues gauche
du conducteur. J'ai voulu regarder pour être sûre, pour savoir s'il était mort ou vivant, lui qui m'a sauvé la vie. Et c'est là que je me suis rendu compte que lui qui m'a sauvé la vie, il était mort. Le camion poursuit sa course. Il arrive devant l'hôtel Negresco, à quelques dizaines de mètres d'où se trouve Kimberley. Un homme en scooter, Franck Terrier, prend alors en chasse le camion. Arrivé à sa hauteur, l'homme au scooter monte sur le marchepied du camion et tente d'entrer dans la cabine pour intercepter le chauffeur. Il se bat sur plusieurs centaines de mètres avec le terroriste qui lui assène un coup de crosse de revolver à la tête et le fait tomber sur la chaussée. Le camion cale, des tirs sont échangés entre le chauffeur et les policiers qui finissent par abattre le terroriste. La promenade des Anglais ressemble à un terrain de combat jonché de corps, de poussettes, de sandalettes. Partout, on entend des cris de douleur, des appels à l'aide. Pendant ce temps, Edwige, la maman de Kimberley, ne sait rien de ce qui s'est déroulé à 10 minutes de chez elle. Moi, pendant ce temps-là, je finis de nettoyer, ranger la cuisine et tout. Et je dis, je vais me prendre une bonne douche, je me mets en pyjama, tranquille, dans mon lit, j'allume la télé. Et d'un seul coup, j'entends des cris, des hurlements, des cris, mais je comprenais pas ce qu'ils disaient, les jeunes. Et je dis, mais ils sont cons, ces jeunes, ou quoi? Je dis, non, mais ils ont que ça à faire, de crier, hurler dans la rue. Je me suis levée pour aller boire un verre, et d'un seul coup, mon téléphone, il a sonné. Et là, j'ai entendu les hurlements de ma fille. Mais un hurlement que jamais je n'oublierai. C'est gravé dans mon cerveau. Je me suis mis à trembler. Ma fille me disait en hurlant, « Maman, maman, il y a eu un attentat, il y a du sang partout, il y a du sang partout. » J'ai dit « Panique pas ». Et là, quand j'ai dit « Panique pas », ça a coupé. Je suis sortie, j'ai tout fermé et j'ai commencé à courir et arriver sur la promenade des Anglais. Et là, j'ai vu l'horreur, quoi. J'ai vu tous ces corps démembrés, des enfants. Je me suis dit, ça y est, elle est morte. Et je l'ai cherchée parmi les morts. J'arrivais pas à la trouver. Et... impossible. Pour moi, ça a été un moment très dur. J'avais l'impression de marcher au ralenti. Pour moi, c'était... même les cris, c'était au ralenti. J'avais du mal à avancer. C'est pas possible, ma fille, elle est morte. Et... j'entendais des téléphones. J'ai même cru que c'était le mien qui sonnait, mais en fin de compte, non. Et j'ai réalisé... faut que je refasse demi-tour à la maison. Pour moi, je dis peut-être qu'elle a réussi à rentrer. Kimberley est bien sur la promenade des Anglais. Elle est allongée au milieu de corps, elle ne bouge pas. J'essaie de regarder autour et en fait je comprends qu'il y a des corps sur moi. Je commence à avoir mal de partout. J'ai des douleurs inimaginables. Je me mets en boule comme si j'étais une tortue. J'essaie de me protéger avec les corps. Je me couvre avec les cadavres pour éviter de mourir au cas où il y aurait quelqu'un avec une arme. J'ai envie de vomir. Je me rappellerai toujours de cette odeur. Je sentais le sang. Il y avait du sang qui coulait sur la route. Je sens le sang qui coule sur moi. Je me rappelle, je hurlais. Je hurle, je dis papa, maman, venez m'aider, je peux plus bouger, j'ai mal, je peux plus rien faire. Mais sauf qu'ils m'entendaient pas, ils étaient pas là. Je sais pas combien de temps j'ai attendu, mais j'ai attendu jusqu'à que quelqu'un me tape l'épaule. Un homme ou une femme, je sais même plus quel type de personne, qui me secoue l'épaule et qui me dit ma belle, relève-toi, faut que tu cours, rentre chez toi ou va te mettre à l'abri. Et je voyais flou. Je voyais flou de malade, je savais plus où j'étais. Quand je me suis relevée, j'ai quand même regardé autour de moi, j'ai vu le camion, j'entendais des coups de feu, j'ai vu un policier tirer. À ce moment-là, je me suis remise à courir et j'ai foncé en direction de la Villa Masséna. Sauf qu'entre-temps, je vois des corps partout. Je vois des corps démembrés, je vois des jambes à droite à gauche. Je vois une personne qui avait plus de jambes mais qui hurlait. Je sais pas comment... pour moi, sur le moment, comment c'était possible qu'elle soit en vie. Je vois des corps qui bougent plus.
J'entends des téléphones sonner à côté des gens qui ne bougent plus. J'entendais des gens crier. Je me rappelle juste avoir vu des gens aider d'autres gens alors qu'ils n'étaient même pas médecins. Hein. J'ai vu quelqu'un faire un garrot à quelqu'un. Je comprenais pas, je vois tout ça, je sais pas quoi faire. Je pensais qu'à moi. Voilà, j'ai été égoïste de pas aider les autres. J'ai vu plein de choses, mais j'ai rien fait. Mis à part me sauver moi-même. Entre la promenade des Anglais et le domicile de Kimberley et sa mère, il y a 950 mètres. Edwige, la mère de Kimberley, se dit que sa fille, qui l'a appelée, est forcément en vie et qu'elle aura l'idée de rentrer à la maison. Alors, elle rebrousse chemin. Kimberley, elle, tente de rentrer comme elle peut. J'ai commencé à courir et je voyais des gens qui marchaient normalement. Et je me disais, mais je vis dans un monde de fous ou c'est moi tout juste, je me suis inventé toute cette histoire et en fait, il n'y a rien. Et je criais, je dis, il y a un attentat, arrêtez, courez, marchez pas. Enfin, il y a un attentat, quoi. Plus je courais, et plus j'avais mal, je commençais à boiter, j'avais mal à la jambe, j'avais la tête qui tournait. Je perdais l'équilibre de temps en temps, donc je me tenais au mur à gauche pour que je puisse courir ou marcher correctement. Et puis j'arrive derrière la maison. Et puis je vois maman, au loin, je la vois arriver. Je sais pas pourquoi, mais mon corps, il a relâché. Je suis tombée. Je l'ai pris de suite dans mes bras, je l'ai serré dans mes bras, je l'ai embrassé, j'ai fait, mon Dieu, elle est là. C'est comme si je me sentais en sécurité, que j'étais rentrée dans un bouclier et que ça y est, plus personne peut m'avoir en fait. Je suis loin de la prom, je suis loin des morts, je suis loin des corps décapités que j'ai vus. Je suis loin de tout ça. Les douleurs ressenties par Kimberley deviennent de plus en plus vives, insupportables. Son état devient préoccupant. On arrive à l'hôpital, donc je vais dans la salle d'urgence, qui cette fois-ci était vraiment une salle d'urgence. Il n'y avait pas de siège, il n'y avait que des brancards. Je crois que je me suis direct allongée sur un brancard, il y avait un médecin. Ensuite, trou noir. Après, je me suis réveillée, j'étais dans une salle, dans un box. Je me voyais en sang, je voyais des gens autour de moi, je comprenais rien de ce qui se passait, j'avais mal, je hurlais. J'attendais dans le couloir pour faire l'IRM, mais il y avait déjà un enfant qui passait un IRM avant moi, et j'ai entendu mort. Il est mort. Kimberley souffre de multiples traumatismes, dont un traumatisme crânien. La colonne vertébrale est touchée, les cervicales sont très endommagées, les poumons écrasés, le ménisque est fêlé. Kimberley enchaîne les séjours à l'hôpital, elle peine à se remettre. Il y a les douleurs physiques bien sûr, qu'il faut soigner, mais petit à petit, les douleurs psychologiques prennent de plus en plus de place dans le quotidien de Kimberley et celui de sa famille. On est à la maison avec maman et je bouge plus. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'ai fixé le mur, je me laissais mourir, je mangeais plus, je faisais plus rien. C'est maman qui m'emmenait prendre la douche, celle qui me lavait les dents, celle qui me donnait à manger. Je savais comment manger, je savais comment on se lavait, je savais tout. Mais mon corps, il était incapable de faire quelque chose. En fait, je voulais juste mourir. Je préfère mourir que continuer à vivre dans cette horreur-là. Des fois, à rentrer du travail, j'étais cachée sous la table. Elle me cherchait, elle me disait « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « J'ai peur, on veut me tuer. » Après, chez papa, j'avais essayé de prendre des médicaments. Mes premières tentatives de suicide, ça a été quelques jours après l'attentat. J'ai commencé la scarification et ça me faisait du bien. Parce que du coup, je me faisais mal, mais en même temps, comme si j'enlevais quelque chose, juste le temps d'un instant dans ma tête. Et c'était ça pendant un petit moment, jusqu'à que mon père il décide de m'hospitaliser en août. Et puis voilà. J'ai plus confiance en moi. J'ai plus confiance du tout. Je suis maigre, je galère à m'habiller parce que même du 32, des fois, ça me va pas. C'est un enfer en fait. Les mois passent. Kimberley se déplace désormais avec une canne et rencontre de plus en plus de difficultés sur le plan psychologique. Elle fait des cauchemars, souffre de dépression, d'agoraphobie, d'anorexie. Quelques mois après l'attentat, on était sur l'autoroute et je voyais des corps partout. Et sauf que sur l'autoroute, qu'est-ce qu'on voit? Des camions. Et du coup, ça t'empire la chose.
T'es obligé de rire et faire genre que tu vois rien parce que sinon tout le monde te prend pour une folle. Je rencontre Hajer Benhaoussi. Elle est présidente de l'association Une Voix des enfants, créée pour les enfants victimes d'attentats. Elle travaille au quotidien avec des enfants, adolescents qui ont vécu, comme Kimberley, la violence des attentats. Ce sont des enfants traumatisés à vie. Il y a des enfants qui ont développé de l'asthme, il y a des enfants qui ont développé des troubles du comportement alimentaire, qui sont dans l'anorexie ou dans la boulimie. C'est concrètement un impact sur leur quotidien qui renforce en plus ce manque de confiance en eux. Parce que déjà, ils ont vécu ce trouble qui fait qu'ils ont un manque de confiance en eux, en la société, en l'autre. Parce que l'autre peut être dangereux, la société, aller dans un événement, ça peut être dangereux. J'ai pas confiance, je peux pas lâcher prise, ça peut se passer n'importe quand parce qu'ils l'ont vécu. Mais en plus, ils ont ces troubles que les autres peuvent voir quand il y a une sirène de police ou un bruit ou un camion qui passe trop vite devant eux, qu'ils font une crise d'angoisse, qui fait qu'ils ont honte. Ils ont honte et donc ça crée encore un manque de confiance en eux encore plus lourd. Kimberley se bat avec ses démons, avec ses maux, ses douleurs. Et puis il y a cet homme aussi, qui a donné sa vie pour sauver celle de Kimberley et à qui elle pense souvent. Je me sens coupable de sa mort. Pour moi, c'est de ma faute s'il est mort. Et si j'aurais bougé ce soir-là, il aurait peut-être pas eu besoin de me pousser. Ou peut-être qu'il aurait eu le temps de pousser sa femme ou quelqu'un d'autre, mais il n'aurait pas eu le temps pour la deuxième, comme ça s'est passé. Donc forcément, que je suis désolée de leur enlever son mari et son papa, du coup, parce qu'il a un enfant. C'est un héros. C'est des enfants qui vivent avec la culpabilité du survivant. C'est des enfants qui ont vécu leur mort, qui ont eu ce sentiment de mort, qui l'ont vécu, que ça s'est incrusté en eux, ils se sont vus mourir. C'est des enfants, en réalité... C'est des rescapés qui sont des survivants, mais qui errent encore aujourd'hui. Ils sont en errance, un peu comme des zombies, en réalité. Le 5 septembre 2022, à Paris, à la cour d'assises spéciale, s'ouvre le procès de 8 personnes accusées d'avoir aidé Mohamed Lawesh Boulel. Elles sont condamnées à des peines allant de 2 à 18 ans de prison. Kimberley a témoigné aux 2 procès, c'était important pour elle. Mais aujourd'hui, Kimberley veut aller plus loin et souhaite rencontrer l'un des 2 condamnés pour comprendre, pour dire, pour se reconstruire. Je veux juste avoir la satisfaction de l'entendre me répondre, de répondre à mes questions face à face alors qu'il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'avocat de partie civile, il n'y a pas d'avocat de défense, il n'y a pas le juge antiterroriste, il n'y a rien. Il n'y a que lui et moi. Je veux voir sa réaction, je veux voir parce que nous les victimes, c'est mort, on a pris perpétuité. C'est toute notre vie. C'était l'attentat de Nice, le soir où ils ont tué mon adolescence. Mixage Alix Vernotte, production Bénédicte Bourdial, studio de création ici. Archive INA, Isabelle Fort-Rendu. Pour écouter d'autres épisodes de Crimes et témoignages, rendez-vous dès maintenant sur le site ici.fr, l'application Radio France ou votre plateforme de podcast préférée. À bientôt.